Qu'est-ce que tu fais quand tu es vraiment seul? Pas de téléphone, pas de musique, pas de série en fond sonore, juste toi et tes pensées. Pour 98% des gens, cette situation est insupportable. C'est un vide qu'il faut combler, immédiatement, avec n'importe quoi. Le réflexe? Dégainer son smartphone, scroller sans fin, lancer une vidéo, n'importe laquelle. Le but n'est pas de s'informer ou de se divertir. Le but est de fuir. Fuir le bruit, pas le bruit extérieur, le bruit intérieur, ce dialogue incessant, chaotique et souvent négatif qui tourne en boucle dans ta tête. Mais si tu es de ceux qui parfois choisissent de ne pas fuir, si tu t'assois et que tu écoutes ce bruit, alors tu fais peut-être partie d'une minorité. Disons 2%. Ce n'est pas une statistique officielle. C'est une idée. L'idée qu'une toute petite partie de la population fait quelque chose de radicalement différent avec sa solitude. Ils ne la subissent pas. Ils l'utilisent. Ils en font un outil, un super pouvoir. Et cet outil, c'est la capacité de penser à sa propre façon de penser. Avant de voir comment ils font, comprenons le problème de base. Pourquoi notre cerveau déteste-t-il autant le vide? Imagine que ta vie est une voiture. La plupart du temps, tu ne conduis pas, tu es sur le siège passager. Et au volant, ton pilote automatique. Ce pilote automatique, c'est un ensemble de réactions, d'habitudes et de pensées que tu as développées depuis l'enfance. Il est rapide, efficace et il te permet de ne pas réfléchir à chaque geste. Pratique pour lasser tes chaussures. Dangereux quand il s'agit de tes émotions, de tes décisions de carrière ou de tes relations. Ce mode par défaut est géré par une partie de ton cerveau appelée le réseau du mode par défaut, RMD. Quand tu ne te concentres sur rien de précis, quand tu attends le bus ou que tu es sous la douche, le RMD s'active. Et que fait-il? Il rumine. Il repasse en boucle une conversation gênante, il s'inquiète pour l'avenir, il critique tes choix passés, c'est la radio interne du chaos. Les 98% fuient ce chaos. Il le noie sous un flot de distractions. Le scroll infini sur les réseaux est l'anesthésiant parfait pour le RMD. Le problème, c'est qu'en anesthésiant le chaos, tu anesthésies aussi ta capacité à te comprendre. Tu restes sur le siège passager, pour toujours. Alors, que font les 2%? Ils ne fuient pas. Ils font face, mais pas n'importe comment. Ils utilisent la solitude de manière structurée. C'est ça, la chose qu'ils font seuls. Ils pratiquent en la métacognition, littéralement, l'art de penser à ses propres pensées. Ils ne se laissent pas emporter par le courant de leur RMD. Ils montent sur la berge et observent la rivière de leurs pensées. Prenons un exemple concret, Alex qui fait partie des 98%. Son chef critique son travail devant tout le monde. C'est humiliant. Le soir, seul chez lui, son RMD prend le contrôle. Pensée 1, mon chef me déteste. Émotion, anxiété. Pensée 2, je vais être viré. Émotion, panique. Pensée 3, je suis un incapable. Émotion, honte, c'est une spirale infernale. Alex se sent submergé. Son réflexe? Le téléphone. 30 minutes de scrolling plus tard, il se sent vide, mais le problème est toujours là, enfoui. Maintenant, voyons Chloé qui fait partie des 2%. Même situation. Son chef la critique. Elle ressent la même humiliation, mais le soir, seule, elle fait quelque chose de différent. Elle ne fuit pas. Elle s'assied et prend le contrôle. Elle devient une scientifique de son propre esprit. Elle observe la première pensée. Mon chef me déteste. Au lieu de l'accepter comme une vérité, elle se pose une question de métacognition. Est-ce que cette pensée est 100% vraie? A-t-il critiqué mon travail ou ma personne? Quelle est la preuve? Elle réalise que son chef a critiqué une slide spécifique de sa présentation. Pas elle. La pensée « il me déteste » est une dramatisation de son RMD. Puis la pensée suivante « je vais être viré ». Question de métacognition. Quelle est la probabilité réelle de ça? Sur une échelle de 1 à 100, elle n'a jamais eu de mauvais retour avant. La probabilité est faible. C'est juste son cerveau qui adore le catastrophisme. C'est un biais de négativité. Enfin, la pensée « je suis un incapable ». Question de métacognition. Si mon meilleur ami me disait ça de lui-même, que lui répondrais-je? Elle lui dirait que c'est faux, qu'une erreur ne définit pas sa compétence, qu'il est humain. En se posant la question, elle se donne à elle-même cette compassion. Alex a subi ses pensées. Chloé a dialogué avec elle. Alex a terminé sa soirée plus anxieux. Chloé l'a terminé avec un plan d'action. Demain, je demanderai à mon chef un feedback précis sur la slide 5. La différence n'est pas la situation, c'est l'utilisation de la solitude. Alex a utilisé le silence pour se noyer, Chloé l'a utilisé pour construire une échelle et sortir du trou. Ok, c'est bien beau, mais comment on fait concrètement pour rejoindre le club des 2%? Ce n'est pas mystique, c'est une compétence et ça s'apprend. Voici un plan en 3 étapes. Étape 1, planifier la solitude. Ne la laisse pas t'arriver par accident. Décide activement d'avoir un rendez-vous avec toi-même. Commence petit. 10 minutes. Pas de téléphone, pas de livre, pas de musique, assieds-toi ou marche. L'important, c'est d'être seul avec tes pensées, volontairement. Au début, ce sera inconfortable. Ton cerveau va crier pour avoir sa dose de distraction, c'est normal, résiste. Étape 2, poser des questions de qualité. Ne laisse pas ton RMD poser les questions. Il pose des questions inutiles comme « Pourquoi ça n'arrive qu'à moi ?» Prends le contrôle. Pose des questions de métacognition. Voici quelques exemples. Quelle est l'émotion que je ressens maintenant? Où est-ce que je la ressens dans mon corps?
C'est la croyance qui se cache derrière cette émotion? Est-ce que je crois que je dois être parfait? Est-ce que je crois que je ne suis pas assez bon? Comment est-ce que je peux voir cette situation différemment? Si j'étais un observateur extérieur, que penserais-je? Étape 3. Se détacher et observer. Tu n'es pas tes pensées, tu es celui qui les observe. Imagine que tes pensées sont des nuages qui passent dans le ciel. Tu es le ciel. Tu n'es pas les nuages. Ils arrivent, ils restent un peu et ils repartent. Ne t'accroche pas aux pensées. Ne les juge pas. Laisse-les juste passer. Tiens, une pensée de colère. Intéressant? Ah, une pensée d'inquiétude. Je la vois, cette pratique ne va pas te transformer en surhomme du jour au lendemain. C'est un entraînement, c'est comme aller à la salle de sport, mais pour ton esprit. Plus tu le fais, plus l'espace entre le stimulus, la critique du chef et ta réponse, la panique ou l'analyse grandit. Et dans cet espace, il y a ta liberté. La liberté de ne plus être une marionnette de tes émotions. La liberté de choisir ta réponse. Le monde moderne est conçu pour t'empêcher de faire ça. Chaque notification, chaque alerte, chaque flux infini est un ennemi de la solitude structurée. C'est pour ça que c'est si rare. C'est pour ça que ça te place dans les 2%. Ce n'est pas un acte de relaxation, c'est un acte de rébellion. La prochaine fois que tu te retrouveras seul, sans rien à faire, résiste à l'envie de sortir ton téléphone. Vois-le comme une opportunité, une séance de sport pour ton esprit. Tu n'es pas le passager d'une voiture folle. Tu es le conducteur, mais pour prendre le volant, tu dois d'abord t'arrêter sur le bord de la route, couper le moteur et regarder la carte de ton propre esprit.